Les amis, changement de décor. J'ai dû me réfugier dans un hôtel en province, car je prends les risques aujourd'hui. Je vais émettre quelques réserves à propos du dernier film de Martin Scorsese. Bonjour à tous, nous allons donc parler du dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, enfin diffusé sur Netflix le 27 novembre dernier, et avec dans les rôles principaux Robert De Niro, Al Pacino et bien sûr Joe Pesci. Alors qu'est-ce que raconte The Irishman? The Irishman est basé sur le livre qu'a écrit un certain Frank Sheeran en 2004 je crois, qui s'appelait d'ailleurs je crois Do You Painted Houses? Voilà. Est-ce que vous repeignez les maisons? Voilà, vous comprendrez quand vous aurez vu le film, qui raconte donc l'ascension de ce personnage qui va rencontrer un ponte de la mafia new-yorkaise qui va le prendre sous son aile, et un peu plus tard va travailler également pour Jimmy Hoffa, le grand patron du syndicat des routiers. Voilà, donc c'est un récit qui va s'étendre sur plusieurs dizaines d'années et qui va couvrir à la fois la petite histoire et la grande histoire américaine. Alors avant toute chose, je vais vous le dire clairement, The Irishman est pour moi un bon film, mais très honnêtement, je ne le mettrai pas dans le top 3 des films, de mes films préférés de Martin Scorsese. Je ne le mettrai pas non plus dans le top 5. Je pense que je le caserai dans le top 10. Voilà, pour être tout à fait clair. C'est un film effectivement sur lequel j'ai certaines réserves, tout en lui reconnaissant des qualités évidentes. D'ailleurs, on va parler tout de suite de maîtrise et de parti pris. Quoi qu'on puisse dire à propos de The Irishman, on ne peut que lui reconnaître une maîtrise. Je pense que c'est le film de Scorsese le plus maîtrisé. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, bon, il faut le savoir, Martin Scorsese a eu carte blanche et un budget de 160 millions de dollars par Netflix. C'est pas un pourboire. Et Netflix lui a laissé carte blanche. Il faut savoir que Scorsese, quand il est bridé, voit l'exemple malheureux de Gangs of New York, qui a été produit par les frères Weinstein, qui l'ont massacré. Encore aujourd'hui, Scorsese ne veut même plus aborder le sujet. Mais voilà, bon, ils ont massacré le film est raté au final, mais ce qui est très frustrant, c'est qu'il contient vraiment l'ébauche, le squelette de ce qui aurait pu être un grand film. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, Scorsese, quand il est bridé, ça donne ça, et là, il a carte blanche. Donc, je suis convaincu à 200% que le résultat qu'il nous présente aujourd'hui est vraiment le film qu'il voulait faire. Et déjà, pour une raison simple, c'est qu'il ne délivre pas du tout le film qui était attendu par certains. Quand on voit De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, on va parler effectivement de gangsters, de mafia. Certains s'attendaient certainement à un film pétaradant, explosif, truffé d'action, quelque chose de vraiment trépidant, un petit peu comme Les Affranchis. D'ailleurs, c'est mon film préféré de Scorsese en passant. Et c'est pas du tout ce qu'il nous livre au final. Voilà, au final, on a un film qui a un ton presque monochrome. C'est vrai que quand je repense au film, après l'avoir vu il y a 48 heures, je vois du gris. C'est un film qui est vraiment l'anti-casino visuellement, voilà, qui est très sobre dans sa mise en scène, même si on reconnaît quand même de ci et de là la patte du maître. Mais voilà, c'est un film très austère, morne, funèbre par certains moments, et c'est voulu, c'est voulu. Il y a vraiment quelque chose de tranchant par rapport au reste de sa filmographie, consacrée en tout cas aux gangsters italo-américains et irlandais. Il y a vraiment quelque chose qui tranche. Et ça, c'est déjà un parti pris intéressant. C'est-à-dire que la violence qu'on pouvait voir dans Casino et surtout dans Les Affranchis est cette fois nettement plus... Alors, tempérée, oui, elle est un peu plus modérée que ce qu'il nous montre d'habitude, mais au-delà de ça, même si on reconnaît quand même sa patte, hein, dans la brutalité, dans le côté électrisant de certaines scènes qu'on ne voit pas venir, c'est toujours un peu surprenant, et on reconnaît la patte de Scorsese là-dedans. Mais c'est plutôt ce qu'il en fait après. C'est plutôt par rapport aux répercussions que cette violence a sur les personnages que le film est un peu différent de ce qu'il a toujours fait. On a reproché
aux affranchis d'être un film amoral. Ce qui n'est pas le cas pour moi, mais c'est un film qui ne juge absolument pas les personnages ni leurs actions. Et ça a pu gêner une partie de la critique, qui, tout en reconnaissant que le film était brillant, a été gêné par cet aspect-là des choses. Et a pensé que le film cautionnait quelque part les actions des personnages. Or, pas du tout. Là, vraiment, Scorsese, alors l'âge aidant, il a 77 ans, alors l'âge de la maturité, il était temps, vous allez me dire, mais c'est vrai que quand on voit le Loup de Wall Street, par exemple, qui semble avoir été réalisé par un jeune, un très jeune, et The Irishman, c'est le grand écart. Et alors, j'ai entendu parler certains ont vu ça comme une sorte de requiem. Je parle de The Irishman, évidemment. Moi, j'ai plutôt le sentiment que quelque part, Scorsese fait un peu repentance par rapport à la violence qu'il a montrée dans ses précédents films. Est-ce qu'elle est archi sérieuse, quoi. Même s'il y a des moments un petit peu où on est sur le fil, elle est quand même montrée de façon très, très sérieuse, et comme je vous le disais, elle impacte effectivement les personnages du récit de façon quand même assez dramatique. Donc ça, c'est très intéressant, et ça, c'est assez nouveau quand même. Voilà. C'est quand même un cinéaste qui, tout en traitant de sujets assez proches, arrive à se renouveler, et j'avoue que c'est le cas pour The Irishman. Bon. Il y a d'autres partis pris qui personnellement m'ont déplu, mais au moins ils sont assumés, et je trouve qu'aujourd'hui un cinéaste qui a des partis pris, qui a une vision, c'est tellement rare dans le cinéma actuel qu'on ne peut que le saluer. Alors, l'autre parti pris dont je vais vous parler, c'est le fait d'avoir choisi de rajeunir ses comédiens principaux avec des effets spéciaux, donc avec des CGI. Bon, alors, on en reparlera en deuxième partie. Ça peut paraître surprenant que Scorsese ait fait ce choix-là, mais parce que lui qui a critiqué vertement le MCU, Marvel, il n'y a pas longtemps, voilà, et qui a toujours été un cinéaste qui a défendu la pellicule, etc., bon, un peu comme Tarantino, j'ai été très surpris qu'il embrasse le procédé pour un film de 3h30 d'ailleurs, hein. Même ça, effectivement, c'est un peu hors norme. J'étais surpris qu'il fasse ce choix-là, et en même temps, à y réfléchir, est-ce qu'il avait un autre choix ? Il y a 10 ans, je pense qu'il aurait fait le même film en utilisant des comédiens jeunes pour jouer les personnages jeunes. Là, je pense qu'il avait un tel trio d'acteurs, bon, rappelons-le, De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, et je pense qu'il ne voulait pas être frustré par rapport à leur performance, sachant que le film est essentiellement construit sur les flashbacks. Donc, ça veut dire que les personnages âgés aujourd'hui, tous entre 75 et 80 ans, aura joué les personnages âgés, donc assez peu longtemps dans le film. Donc il a fait le choix de les utiliser à 100%. Voilà, c'est un parti pris. C'est un parti pris réfléchi, puisqu'effectivement, voilà, il voulait profiter de ce trio de Stradivarius. Autre parti pris quand même assez gonflé, c'est pour montrer le problème de communication entre Frank Sheeran et les membres de sa famille, et notamment de sa fille, d'une de ses filles, pardon, et ben, pour la jouer effectivement à l'âge adulte, Scorsese a quand même recruté Anna Paquin. C'est pas n'importe qui, c'est quand même une actrice reconnue. Il l'a recrutée pour jouer un rôle assez bref dans le film, et surtout totalement muet. C'est une prestation de sa part qui ne fonctionne que par les regards en coin, les regards pleins de colère, et de colère mêlée à de la peur qu'elle balance à son père, sachant que son métier effectivement c'est quand même de buter les gens. Et donc c'est assez gonflé. Alors je n'adhère pas forcément au procédé, mais j'avoue que là, encore une fois, Scorsese impose une vision et ne le fait pas qu'à moitié. Ça, c'est quand même appréciable. Voilà. Parlons maintenant un petit peu des défauts du film. J'ai 2 reproches, mais quand même assez importants à faire au film. Bon, revenons sur les CGI de rajeunissement. Le problème que j'ai eu, c'est que je les ai tout de suite repérés. Bon, évidemment, bien que De Niro n'a pas rajeuni de 25 ans en une nuit, mais ça m'a gêné. Ils sont perceptibles. La technique s'est nettement améliorée si on pense au visage de Michael Douglas dans Ant-Man, rajeuni de 40 ans. Bon, il y a vraiment des nets progrès, et je pense que c'est le film dans lequel ce type d'effets spéciaux est vraiment le mieux utilisé. N'empêche qu'ils sont visibles. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que Scorsese a fait un choix un peu étrange, c'est-à-dire que pour ne pas qu'on ait des visages complètement lisses, comme Michael Douglas dans Ant-Man par exemple, ou dans
dans d'autres films Marvel, on a pu voir ce type d'effets spéciaux. Pour éviter ce côté un peu lisse, sans expression, il a rajeuni ses personnages, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que apparemment il doit y avoir je pense qu'à partir de 30 ans en moins, ça devient compliqué. Donc De Niro à l'écran, dès le début du film où il est censé à peu près avoir une trentaine d'années, bon, bah, il a fait le choix de rajeunir De Niro pas trop, pour pas certainement qu'il perde ses expressions faciales de jeu. Et du coup, on a un personnage qui a l'air d'avoir entre 45 et 50 ans. Dès le début du film où il est censé jouer un jeune livreur, un jeune chauffeur routier, pardon. Donc là déjà, il y a un problème. Et en plus, on a ce petit fourmillement dans le visage, ses yeux un peu morts, il y a quelque chose qui colle pas. Voilà. Alors le procédé fonctionne un peu mieux sur Al Pacino, parce qu'il a une tronche peut-être un peu plus cartoonesque, on va dire, mais voilà, avec des angles un peu plus prononcés. Son rajeunissement fonctionne un peu mieux que celui de De Niro. Celui de Joe Pesci est pareil, pas trop gênant, il est plutôt pareil, modéré, mais l'un dans l'autre, voilà, il a fait le choix de les rajeunir, mais pas trop, mais du coup ils n'ont pas l'âge du rôle, donc il y a un décalage, et en plus on voit les effets spéciaux. Moi ça m'a gêné dès le début. Je trouve que ça m'a sorti du film. J'aurais voulu être dedans. Je pense que c'est le genre de film où on a besoin d'être dedans, et j'étais allé pas loin, mais j'étais à 1 mètre, mais j'étais pas dedans. Voilà. Donc premier écueil pour moi, la technique n'est pas encore idéale. Deuxième reproche, c'est la structure du récit en fait. Alors, je vous l'ai dit précédemment, The Irishman dure 3h30, ce qui est effectivement assez exceptionnel, même s'il a quand même flirté avec cette durée avec Casino, qui faisait plus de 3 heures. Mais, et le film possède un rythme assez lent. Voilà, on n'est pas du tout sur le même, on n'est pas sur le rythme de Casino, on est encore moins sur le rythme des Affranchis qui était quasi frénétique. On est sur quelque chose de très posé. Mais ceci dit, le récit est tellement passionnant que on est un peu accroché et même hypnotisé, en tout cas pendant les 2 premières heures du film. Parce qu'il y a une foultitude de petites anecdotes, un petit peu comme dans Casino quelque part, parce que Casino, il y avait un grand fil conducteur, mais c'était une multitude de petites anecdotes, la plupart étant vraies, additionnées les unes aux autres, qui donnaient ce film un peu hors norme. Là, c'est un peu pareil. Voilà, c'est la petite histoire dans la grande, où on a droit à plein de petites anecdotes, on a certainement vraies pour la plupart, puisque racontées par l'intéressé, à moins qu'il n'ait été un grand mytho. Et donc, du coup, on est dedans. Moi, pendant les 2 premières heures, c'est un film qui m'a absorbé. Mais, au bout de 2 heures, donc sur la dernière heure et demie restante, il y a un problème. Le film casse complètement son rythme. Et on a l'impression que Scorsese veut réécrire en cours de route son film. C'est-à-dire qu'il cherche à en changer les enjeux. On a l'impression que finalement, cette histoire passionnante au demeurant, il l'assume plus et il veut transformer son film en quelque chose de plus profond. Mais le problème, c'est que c'est fait de façon un peu en mode rétro-pédalage, quoi. C'est-à-dire qu'on a, voilà, comme je vous le disais, au bout de cette 2e heure, la dernière heure et demie va raconter un événement majeur, certes. Bon, bah, c'est pas vraiment un spoiler puisque c'est un fait historique, c'est la disparition de Jimmy Hoffa, interprété par Al Pacino, donc ce chef, ce président du syndicat des routiers américains. Et cet événement va être vraiment dilué pendant 7h30, quoi, mais à l'extrême. Scorsese, pendant cette heure et demie, va aussi en profiter pour nous parler de la culpabilité du personnage interprété par De Niro, qui va vraiment aborder la mort, la sienne également, puisqu'il est à un âge où il va y être confronté. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai vu un autre film. Sur la dernière partie, j'ai vu un autre film. J'étais dans un film, et j'ai l'impression d'avoir été viré à coup de pompe, et on m'a mis devant un autre film. Et du coup, voilà, outre le rythme qui s'en trouve complètement cassé, il y a, je vous dis, le sentiment que Scorsese a cherché à modifier le cœur de son film en cours de route. Et ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est dommage, parce que si la dernière heure et demie avait été du même acabit, au moins réalisé avec la même intensité, et puis avec autant de richesse, parce que même si le film, une fois de plus, ce rythme du film, les 2 premières heures est lent, il s'y passe plein de choses, on y apprend plein de trucs, c'est vachement intéressant. Voilà. Là, ça casse tout, quoi. Donc,
Voilà, au final, voilà, je peux pas nier que l'ensemble reste quand même d'un très bon niveau. Voilà. Donc merci quand même Netflix d'avoir permis à Scorsese de réaliser un projet qui lui tenait à cœur depuis au moins une quinzaine d'années, si j'ai bien suivi. Mais voilà, ces défauts quand même pour moi majeurs. Une fois de plus, hein, j'ai quelque chose que je ne supporte pas au cinéma, c'est de m'ennuyer. Pour moi, c'est un crime de lèse-majesté. Et là, honnêtement, la dernière heure et demie du film tire trop à la ligne et ne raconte plus grand-chose. Voilà. Alors, je reviens sur les acteurs. De Niro, malgré son petit problème de fourmillement de pixels lorsqu'il est rajeuni, bon, livre quand même une belle prestation, mais je trouve que celui qu'on retient le plus, c'est Al Pacino, qui est fabuleux en Jimmy Hoffa et qui nous livre une prestation comme on ne l'avait pas eu depuis de longues années de sa part. Et Joe Pesci, c'est très agréable de le revoir, et surtout dans un rôle de personnage très calme, très posé. C'est le personnage le plus zen du film, j'ai envie de dire. Ça tranche un peu avec ces personnages de chien fou, évidemment, qu'on a adoré dans Casino ou dans Les Affranchis. Donc voilà, rien à dire sur les acteurs, c'est un très très bon niveau, avec mention spéciale Al Pacino. Voilà, c'est un film courageux, c'est un film qui a une vision, qui dans sa globalité ne m'a pas entièrement donné satisfaction, mais que je recommande quand même. Vous avez le droit d'avoir une autre opinion que la mienne d'ailleurs, et n'hésitez pas à me la dire, à me la donner. Voilà les amis, continuez à aller au cinéma, je reviens vers vous le plus vite possible. Merci à vous, merci à ceux qui déboulent de s'abonner, ça me ferait grand plaisir. À bientôt.